Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. On est vraiment heureux de vous recevoir en présentiel pour cette conférence. Alors, merci d'être présent aujourd'hui. Je m'appelle Samuel, je suis chargé de projet aux expositions ici au Musée Pointe-à-Calière. Donc, on est très heureux aujourd'hui de recevoir Madame Michelle Ayer-Smith. Donc, je vais vous présenter un petit peu son parcours. Michel est archéologue et chercheur au Affenreifer Museum de l'Université de Brown au Rhode Island. C'est une spécialiste des aspects culturels et sociaux des cultures nordiques. Ses recherches portent actuellement sur le textile et sur le rôle et le statut des femmes vikings. Elle a été diplômée de l'Université de Montréal. Elle a fait sa maîtrise en archéologie et elle a réalisé ses études doctorales à l'Université de Glasgow, en Écosse, où sa thèse a porté sur l'analyse sociale de bijoux retrouvés sur des sites funéraires vikings en Islande. Son dernier livre s'appelle The Valkyrie's Loom et il traite des découvertes archéologiques reliées à la production textile chez les Vikings afin de comprendre le rôle et le pouvoir des femmes dans les sociétés vikings. Pointe-à-Calière est vraiment content d'avoir pu profiter de l'expertise de Michel, qui a fait partie du comité scientifique de l'exposition Vikings Dragons des mers du Nord. Et aujourd'hui, elle nous présente sa conférence qui s'intitule « La place des femmes dans les sociétés vikings ». Donc, la conférence va être d'une durée de 1 heure et on vous demande de garder vos questions pour la fin. Donc, il y aura une période de questions après la présentation. Alors, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne conférence. Alors, tout le monde m'entend bien? Merci beaucoup, Samuel. Je vais d'abord commencer ce soir. J'aimerais d'abord remercier, en fait, le musée Pointe-à-Calière et en particulier la directrice générale de Pointe-à-Calière, Anne-Élisabeth Thibault, ainsi que Samuel Moreau. Ça fait à peu près presque 1 an qu'on travaille ensemble sur l'exposition, où j'étais en fait conseillère, je fais partie de l'équipe de conseil scientifique. Je voulais aussi remercier le restant du personnel ici à Pointe-à-Calière. Tout le monde a été extrêmement accueillant et gentil avec moi. C'est vraiment un plaisir d'être de retour au Québec et d'être ici parmi vous. Et je vous remercie aussi ce soir de participer à cette conférence. Donc, ce que je voulais faire, c'est de vous parler un petit peu de la femme viking. Et on va changer de... Donc, pour ce qui a trait à la femme viking, on va commencer par regarder un petit peu qu'est-ce qu'on connaît là-dessus. Et vous allez voir que, en fait, c'est vraiment assez mélangé. On a toutes sortes d'images. On a la femme forte viking, la femme sexy viking, on a la femme soumise et on a la guerrière. Et c'est pas mal mélangé tout ça. Et dans toutes ces histoires-là, il y a toujours une part de vérité et évidemment beaucoup d'exagération aussi. Je dirais qu'en fait, la partie évidemment de la femme viking sexy qu'on voit par exemple ici dans le genre de fantasy art, on reconnaît tous le travail de Frank Frazetta des années 60 et 70. Eh bien ça, c'est n'importe quoi, évidemment. Ce qui est arrivé aussi dans le domaine archéologique, et je dirais dans la recherche scientifique, etc., le portrait de la femme viking a tendance à être un peu traditionnel. Disons que des années à peu près 50 jusqu'à aujourd'hui, ça continue en fait, la femme viking est perçue comme un petit peu un modèle des années 50, du genre la femme qui reste à la maison, elle s'occupe des enfants, elle fait la cuisine, et c'est pas très, très intéressant. Et en général, elle reste au sein, en fait, de sa ferme et de sa famille, s'aventure pas beaucoup en dehors de ça. Donc, lorsqu'on trouve les écrits sur les femmes vikings, c'est beaucoup les descriptions des phases de sa vie, etc. Et c'est pas super intéressant, disons. Lorsqu'on parle de la colonisation de l'Islande, par exemple, on ne parle presque pas de la femme et son rôle dans la colonisation, ce qui est complètement faux. On sait très bien au Québec que les femmes ont joué un rôle très important, et c'est partout comme ça, en fait. Ensuite, il y a à peu près 5 ans de ça, on est tombé sur la guerrière. Alors, ce qui est arrivé avec les femmes guerrières, il y avait en fait, sur le site de Birka, en Suède, une sépulture qui était, ils avaient trouvé ça, je pense, à la fin du 19e siècle. Ils ont trouvé une personne qui était équipée avec tout son équipement de guerre, enterrée dans une partie du cimetière réservée
pour des guerriers. Il y a une de nos collègues qui a décidé de faire un peu une analyse sur les os pour voir ce qu'il en était, et ils ont fait de l'ADN et ils ont trouvé que c'était une femme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Donc ça fait une explosion dans la recherche viking, et évidemment, dans les programmes télévisés du style de les Vikings, The Vikings, par exemple, là maintenant, ou l'autre qui est sur The Last Kingdom, je pense que ça s'appelle, on a maintenant carrément des groupes de femmes guerrières. Alors que ça, franchement, on n'a jamais vu ça non plus. Il n'y a pas de sépulture pleine de femmes guerrières comme ça. Et ça, je vais en parler davantage plus tard. On va regarder ça un petit peu plus de plus près. Mais donc, ça, c'est un peu faux, ça. Mais c'est possible qu'il y avait des femmes guerrières. Il y a aussi, ça a mené à une autre discussion dans la question de l'étude du genre chez les Vikings. Et c'est la tolérance de multiples genres. Parce qu'on se demandait en fait comment ça se fait que cette femme est habillée entièrement en homme. Est-ce qu'elle s'identifiait plus avec les hommes ou avec les femmes? Est-ce que ça veut dire que les Vikings toléraient un troisième genre dans leur société? Alors ça, c'est toute une autre catégorie, disons, de recherche. Et on a commencé à appliquer ce qu'ils appellent en anthropologie ou en archéologie la queer theory sur la société viking. Encore, il y a toujours un peu de vrai et un peu de faux là-dedans. L'autre image qu'on trouve sur les femmes vikings, c'est que c'est en fait quelque chose qu'on trouve dans les pays scandinaves beaucoup, surtout en Islande. On va vous dire, oui, nous, les femmes vikings, on était des femmes fortes dans le passé, parce qu'elles sont, c'est sûr que les Islandaises sont fortes aujourd'hui. Mais il y a cette espèce d'histoire qui provient des sagas, qui sont des récits qu'ils ont écrits à peu près 2 siècles après la fin de l'époque viking, où il y avait ces femmes fortes. Le seul problème, c'est que les sagas, comme j'ai dit, sont écrits après l'époque viking, et ils sont à ce moment-là chrétiens. Et en général, les femmes fortes, il y a beaucoup de chercheurs qui ont suggéré que souvent l'image des femmes fortes dans les sagas, c'était surtout pour montrer ce qu'il ne fallait pas faire. Donc, ce n'était pas parce que c'était vraiment une bonne chose ou considéré comme une bonne chose. Mais on va entendre parler, par exemple, d'une fameuse femme viking qui s'appelle Œyv à la pensée profonde, qui est très, très connue, qui était en fait une femme qui était mariée avec le roi de Dublin. Et lorsqu'il est tué en bataille, elle décide de partir dans les Hébrides avec son fils, Thorstein le Rouge, où il devient, lui, très puissant, là. Et elle s'en va de son côté, elle fait construire un énorme navire et elle s'en va vers les îles Faroé et ensuite en Islande où elle s'installe et elle est considérée comme étant une femme très puissante avec une grosse maison où elle réunit toute sa famille là-dedans. Mais c'est aussi une femme très chrétienne et qui passe son temps à ériger des monuments, etc. Donc, c'est possible que les chercheurs, enfin les écrivains des sagas, ils aimaient cette image de la femme. Donc, ce que je vais faire, en fait, je suis en train d'écrire justement un livre là-dessus, sur le statut de la femme viking. Le livre va s'appeler The Hidden Lives of Viking Women, donc les vies cachées des femmes vikings. Parce que, bon, on parle de toutes ces différentes images et tout ça, et on parle aussi souvent, en fait, le rôle traditionnel où elle ne sort pas de sa petite ferme et elle reste dans sa petite maison. Mais en fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est voir c'est quoi toutes les autres choses que les femmes faisaient. Mais là, on est en train de se rendre compte qu'il y avait des femmes qui étaient possiblement guerrières, mais il y avait aussi des femmes qui étaient aussi impliquées dans le commerce, des femmes qui accompagnaient les armées. Donc, je suis en train de réunir un groupe de chercheurs et on va donc créer ce livre sur les différents aspects de la société viking, ou des femmes vikings en tout cas. Mais il y a une chose qu'il faut aussi se souvenir tout le temps à travers tout ça, c'est un peu tout mélangé cette histoire, c'est un peu une salade comme a décrit ma collègue, mais la société viking demeure quand même une société qui est patriarcale. Donc, ce que je voudrais faire maintenant avec vous, c'est simplement, d'abord, avant de continuer là-dessus, c'est de vous donner quelques points de repère. Je ne sais pas s'il y en a qui ont eu le temps de voir l'exposition encore. Si vous ne l'avez pas fait, je vous le conseille fortement. Toutes ces informations vont être là-dedans aussi, mais je vais les répéter ici juste pour qu'on soit tous à la même page. L'époque viking va de 793 à 1050. Ce n'est pas très long comme période, à peu près 1000 ans de maintenant.
La religion viking, c'est une religion polythéiste. Ils deviennent chrétiens en général à partir de l'an 1000, sauf au Danemark, où en fait ils vont se christianiser avant. Il y a 3 structures sociales dans la société viking. On a en haut de l'échelon social, on a les chefs. Au Danemark, on va voir des rois, des monarchies, mais pas dans les autres pays scandinaves. Ce sont vraiment des chefferies, au sens propre du terme, ou des roitelets si vous préférez. En dessous des chefs, on a une autre classe sociale qu'on appelle les bondi ou les bender, qui sont en fait la classe d'hommes libres, qui sont souvent des fermiers. Ça peut inclure des fermiers extrêmement riches, d'autres moins riches. Et eux, c'est vraiment la base de la société viking. C'est eux qui, en fait, soutiennent les rois, ou les roitelets, les chefs. Sans eux, les chefs ne sont rien. Et eux, ils ont certains droits. Ils ont le droit de porter des armes, ils ont le droit de tuer dans certaines circonstances, dépendant. Ils sont fermiers et ils pratiquent la loi, ou ils ont beaucoup de connaissances sur la loi. Alors, on a souvent tendance à penser que les Vikings aussi, c'est un groupe totalement chaotique, mais en fait, ils sont très proches de la loi et tout est prescrit dans des livres et des documents légaux et leur disent exactement comment se comporter. En bas de l'échelle sociale, on a les esclaves. Alors, lorsqu'on parle d'esclaves, ce sont souvent des femmes, des fois des hommes aussi, mais surtout des gens qui proviennent des raids qu'ils ont faits, par exemple en Angleterre, en Irlande, en France, en Europe. Et si les esclaves sont chanceux, ils se ramassent en Scandinavie, où ils vont pouvoir avoir finalement pas mal plus de liberté qu'ailleurs. Et ceux qui sont un petit peu moins chanceux finissent en Russie, descendent jusqu'à Byzance et même jusqu'à Bagdad, où ils sont vendus. Donc, il n'y a aucune chance qu'ils vont revenir en Scandinavie ou même dans leur pays d'origine. Donc, ce n'est pas, disons, une situation qui est très drôle. Et ces gens-là n'ont aucun droit du tout. Lorsqu'on travaille sur les Vikings, on va utiliser 2 sources en fait, de données. On va utiliser les données archéologiques qui sont souvent insuffisantes. Il nous manque souvent de l'information, mais on a beaucoup de chance parce qu'on a quand même tout un corpus, si on veut, de textes qui proviennent de l'Islande. Alors, on a ces sagas qui sont en fait basées de traditions orales, qui ont été en fait retranscrits de mémoire en fait à peu près 200 ans après l'époque viking. Il y a des sagas de famille, il y a des sagas héroïques qui sont des histoires héroïques qu'on retrouve des fois dans les opéras de Wagner. Et on va aussi trouver des livres de la loi, par exemple. Et je vais vous montrer un. Graugas, par exemple, je vais revenir là-dessus. Il y en a d'autres, éventuellement, qui continuent à être utilisés au courant du Moyen-Âge, comme Bualög, Jarnsiða et Jonsbok. On a aussi les Eddas, qui sont les récits mythologiques. Donc, toutes les informations qu'on a sur les mythes proviennent des Eddas. On a aussi des livres de la colonisation de l'Islande qui nous donnent le nom de tous les colons et de toutes les terres qu'ils ont pris dans le Íslendingabók et le Landnámabók. Et il y a beaucoup d'histoires aussi qui portent sur les premiers colons de l'Islande. Donc, avec tout ça, on a beaucoup d'informations. Et c'est sûr que ce sont des documents médiévaux, donc il faut en prendre et en laisser, surtout dans les sagas, parce qu'évidemment, il y a des exagérations, parce qu'ils veulent une bonne histoire, parce que c'est important de raconter des histoires aussi. Donc, si on veut vraiment comprendre le rôle de la femme par rapport à tout ça, il faut vraiment se tourner vers ce bouquin-là qui s'appelle Graugas. Graugas, ça veut dire loi grise, the Grey Goose en anglais. Et c'est écrit enfin entre 1117 et 1271, et c'est écrit par un Norvégien qui est responsable d'un autre livre de la loi qui provient de Norvège, qui s'appelle la loi du Gulathing. Et là-dedans, il y a tout ce qu'on a besoin de savoir sur tous les aspects de la vie. On ne parle pas beaucoup des femmes, par contre, sauf on va parler des femmes en fonction, par exemple, de son rôle légal ou le rapport que l'homme a avec la femme en tant que, finalement, elle est considérée comme étant inférieure à l'homme. Donc, on va trouver des choses, par exemple, sur la dot, le mariage, toutes ces choses, disons, qui touchent à la légalité. Et là-dedans, on a donc des informations sur toutes sortes d'aspects de la société. Donc, si on prend la société et on la démonte,
Là, il va falloir que je parle des hommes aussi, parce qu'on ne peut pas parler de femmes sans parler des hommes, pour voir en fait qu'est-ce qu'elles ont droit de faire ou de ne pas faire. On se rend compte, c'est une société patriarcale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les femmes sont considérées comme étant inférieures et plus faibles que l'homme. De la même manière, les hommes sont les chefs de famille, sont ceux qui dirigent les familles. Et lorsqu'on parle de famille, on parle d'énormes familles. On ne parle pas de juste maman, papa, mais mon oncle, ma tante, cousin, les enfants adoptés. On va inclure là-dedans aussi des guerriers qui ont prêté allégeance à la famille. Lorsque vous irez dans l'exposition, vous allez voir des anneaux d'allégeance qui fait partie justement de ces familles qui sont finalement consistent de beaucoup, beaucoup de personnes. Ce sont les hommes qui gèrent ça. Ce sont aussi les hommes qui vont maintenir des positions de pouvoir. Donc, une femme, par exemple, en général, elle ne deviendra jamais chef. Elle peut possiblement, au courant de sa vie, avoir hérité de la chefferie, soit d'un mari défunt ou de ses enfants défunts, mais elle n'a pas le droit de gérer, en fait, à condition qu'il y ait un mâle dans sa famille qui gère avec elle. Alors, il y a une autre histoire qui intrigue tout le monde avec les Vikings. Est-ce qu'ils sont polygames? Alors, oui et non. Officiellement, non, parce qu'un homme a le droit à une femme officielle, une femme a le droit à un mari officiel. Mais c'est sûr, les Vikings, là, c'est des gens qui se promènent, ils sont partis en raid. C'est les plus grands traiteurs d'esclaves à l'époque. C'est clair qu'il va y avoir de l'adultère, c'est clair qu'ils vont se prendre des esclaves, qu'ils vont se prendre des concubines. Et on ne dit pas grand-chose là-dessus. Ils ne sont pas très contents, par exemple, si la femme fait la même chose. Il y a des histoires où elle va prendre des amants, mais son mari a le droit de tuer son amant s'il s'y découvre, en fait. Alors, il y a une histoire de la Laxdæla saga. Un homme qui s'appelle Höskull Dalakolsson, il est en Russie en expédition viking et il décide de s'acheter une esclave. Elle s'appelle Melkorka et soi-disant, elle est muette. Donc, elle devient sa concubine, mais là, il doit retourner en Islande éventuellement. Alors, il décide de ramener sa concubine avec lui. C'est sûr que sa femme officielle, elle n'est pas super contente, hein? C'est clair. Et elle est un peu irritée par tout ça, mais elle finit par accepter. Donc, Melkorka est intégrée dans l'unité familiale énorme, là. Et éventuellement, elle donne naissance à un fils qui s'appelle Olafur Höskuldsson. Et Olafur, éventuellement, est connu sous le nom de Olaf le Pont, parce qu'il est un peu exubérant, farfelu un petit peu. Et un jour, le père remarque que Melkorka est en train de parler à son fils. Alors là, il lui dit « Je pensais que tu étais muette. » Alors elle lui dit « Je suis une princesse irlandaise et mon père était un roi d'Irlande. » Alors, ça, c'est intéressant pour plusieurs raisons. D'une part, ça nous dit aussi que les enfants légitimes ou pas légitimes qui sont nés justement de ces alliances de concubines ou d'esclaves peuvent devenir des enfants dans un sens officiel ou des hommes libres ou des femmes libres, dépendant si le père décide de les reconnaître. Il peut reconnaître n'importe quel enfant s'il le veut, ou bien il peut décider de ne pas les reconnaître et ils deviendront esclaves. Et il n'y a pas grand-chose que personne ne peut faire là-dessus. Une autre chose qu'il peut faire aussi, c'est qu'il peut décider de les exposer aux éléments, parce qu'ils pratiquaient l'infanticide aussi. Ils font ça avec les filles souvent. Et évidemment, il y a toutes sortes d'histoires de femmes qui disent à leur mari, oui, oui, on va l'exposer, puis prennent l'enfant, puis ils vont le placer dans une autre famille et le mari ne le saura jamais. D'ailleurs, il y a toute une saga là-dessus qui s'appelle la saga de Gunnlaug, à la langue de serpent. L'autre chose, donc, tout enfant qui est reconnu devient un enfant légitime et donc peut hériter au même titre que les autres enfants légitimes. Et c'est le père qui décide de ce statut finalement. Pour ce qui a trait à l'héritage, c'est un petit peu compliqué. Les femmes ont le droit, elles vont recevoir une dot lorsqu'elles vont se marier. En général, elles ne vont pas nécessairement hériter des terres. Les terres, en général, vont être données aux frères et la femme va recevoir ou la sœur va recevoir sa dot. Elle peut hériter des terres dans certaines circonstances si, par exemple, elle n'héritera pas de son mari, mais elle pourra hériter, par exemple, s'il n'y a pas d'enfant ou ses fils sont morts, elle peut se ramasser avec des terres.
Maintenant, il y a un truc qui est vraiment important dans la société viking, et c'est la question d'honneur. C'est de toute importance. Je dirais même qu'il y a plusieurs choses qui sont super importantes chez les Vikings. L'honneur, la loi, connaître la loi, respecter la loi, et le destin. Le destin, c'est super important. Il y a une autre chose qui est super importante aussi chez les Vikings, c'est qu'ils sont très fatalistes, mais ils vivent aussi avec cette espèce d'approche à la vie, comme quoi les choses ne sont pas toujours de la façon dont ils ont l'air. C'est ce qui est derrière tous les dieux, finalement. Les dieux sont trompeurs, ils sont fourbes un peu, et donc on s'imagine que les choses vont se passer d'une telle manière, et hop, ça change de direction. Alors ça, c'est beaucoup leur approche. Si vous regardez l'art viking, vous allez voir, il y a des significations cachées dans l'art. Et il y a des petits personnages cachés. Pensez à ça lorsque vous verrez les objets dans l'exposition. Alors l'honneur, c'est de toute importance. Ça veut dire quoi l'honneur? Eh bien l'honneur, ça va vouloir dire avoir beaucoup d'enfants, des fils, évidemment, légitimes ou pas. C'est important d'avoir des terres, des animaux, du bétail. C'est important de connaître la loi. Un homme qui a de l'honneur, il connaît la loi. D'avoir des habiletés poétiques et avoir de l'esprit. Alors ça semble très bizarre et très étrange pour nous aujourd'hui. Mais en fait, si on pense au dieu Odin, et on aspire évidemment au dieu, le dieu Odin, c'est le dieu de la poésie. Donc un homme qui est éloquent et qui sait parler et qui sait faire de la poésie, c'est un homme honorable. Il faut être courageux. Et pour avoir l'honneur, il faut aussi être viril. Alors là, c'est là où les femmes commencent à jouer avec les hommes. Et commencent en fait, et elles ont beaucoup de pouvoir à ce niveau-là. Et c'est là qu'on voit dans la société viking, bien que ce soit une société patriarcale, eh bien, il y a beaucoup dans un sens, un petit peu de manipulation de la part des femmes. Et elles vont jouer là-dessus beaucoup. Et il y a même, je dirais presque, un culte de la masculinité et une espèce de peur, une phobie de l'homosexualité. Et là, pour ça, je vais vous parler de deux termes qui sont extrêmement importants pour comprendre ce concept, parce que c'est un concept un petit peu étrange. Il y a deux termes. L'un, c'est le ergi et le deuxième, c'est le nid. Alors, ce que les femmes vont faire dans ce contexte, elles vont, souvent dans un contexte public, elles vont inciter les hommes à la vengeance pour sauver l'honneur. Et de cette manière, elles ont un petit peu ce qu'elles veulent aussi. Elles arrivent à contrôler un petit peu les situations. Et elles vont, en anglais, on appelle ça goading. Je ne sais pas trop c'est quoi le terme en français, un peu aiguillonner, inciter les hommes à se battre, inciter à aller faire des choses. Et ce qu'elle va faire, la meilleure histoire que je connais, c'est dans la saga de Njal le Brûlé. Il y a une femme qui s'appelle Hildegund et elle est mariée à un certain Hoskuld. Hoskuld est tué par les voisins. Et lorsqu'il meurt, il portait une grande cape. Et c'était une cape que lui avait donnée l'oncle de sa femme, qui s'appelle Flossie. Et il meurt dans cette cape, et la cape, elle est pleine de sang. Alors, Hildegund, elle prend la cape, elle le met dans son coffret. Elle va voir son oncle, elle lui dit, « Flossie, il faut que tu venges la mort de mon mari. Et si tu ne le fais pas, tu es un Nidhinger. » Donc, c'est l'insulte qu'elle lui envoie. Et alors, et en général, les femmes vont faire ça devant d'autres hommes, comme ça il y a des témoins. Et le Nidhinger, c'est un peu de le traiter de lâche, de nul, d'homme qui manque de masculinité. Alors, souvent, quand c'est fait dans un contexte public comme ça, le fait qu'elle le prononce, la parole, ça devient fixé l'affaire. Souvent, les hommes vont dire « Non, il ne faut pas, parce que là, on va avoir une guerre, ça va finir en bataille, tout ça. » Et ça mijote dans la tête 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et bang, ils vont à la guerre. Donc, on finit avec des espèces de vendetta incroyables, presque à la sicilienne, des gens qui s'entretuent pendant des générations pour venger l'honneur de l'autre, de l'un à l'autre, souvent poussés par les femmes, par en dessous, comme ça, dans ces contextes. Alors, le Nidhinger, ça se dit de façon verbale, comme ça, mais ça existe aussi le trænid, qui est le nid du bois. Et ça va être en fait, elles vont prendre un morceau de bois, pas elles, ou ça peut être fait entre hommes aussi, et ils vont graver des runes avec des insultes se traitant de Nidhinger. Ou bien elles vont faire d'une autre façon, et ils vont prendre une jument, qui vont lui trancher la tête,
Ils vont mettre la tête de la jument sur un poteau et ils vont le pointer dans la direction du voisin ou de la personne qu'ils veulent insulter. Et ça c'est la fin du monde. Ça, c'est la guerre garantie. Alors, c'est ça qu'on voit en fait sur la statue ici, qui a été faite par Gustav Vigeland en Norvège au début du siècle, montrant le træ'nið ou le nid avec le cheval. Maintenant, l'autre concept qui va avec ça, et c'est des concepts un peu compliqués, c'est le ergi. Et le ergi, c'est une substance qu'on a en nous. En fait, les femmes, nous, on a du ergi en nous. Si on a trop de ergi, on est nymphomane, comme la déesse Freya, par exemple, qui a trop de ergi. Il y a certaines activités que les hommes peuvent faire qui vont leur donner de l'ergi, et en général, ils ne le font pas à cause de ça, en particulier la magie de femmes et probablement le tissage aussi. Travail de la laine et tout ça. On va revenir là-dessus tantôt. Si on regarde la question maintenant de la patrilocalité, est-ce que les femmes vont déménager dans les familles des hommes? Ça a l'air qu'il n'y a pas vraiment de loi là-dessus. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller chez les hommes, chez la femme ou en territoire neutre. En Islande, c'est un grand pays, les fermes sont éloignées, donc souvent ils partent seuls. Mais il y avait une histoire dans le Landnámabók, dans le livre de la colonisation de l'Islande, où il y a un monsieur qui s'appelait Tungurodr, qui décide de marier une femme, et il veut absolument qu'elle emménage avec sa famille dans sa maison, et elle refuse systématiquement. Il en a tellement ras-le-bol et lui coupe la tête. Sympa. Et ça m'amène à une autre question intéressante, c'est les corps des femmes. Alors, ça fait partie aussi de l'honneur de l'homme de protéger le corps de la femme. Et c'est compris que quand il y a des disputes et il y a des guerres, on ne touche pas aux femmes. Alors ça, c'est pas une bonne affaire pour pour Tungurodr, avec ses histoires. Donc, c'est important, on va revenir là-dessus aussi tantôt. Alors, qu'est-ce que la femme peut faire? Eh bien, comparé aux femmes européennes de l'époque, elle a le droit de divorce, qui est quand même incroyable. Et dans Graugas, on nous dit qu'elle a le droit de divorcer, si l'homme n'est pas capable de consommer le mariage ou s'il est impuissant, si le mari tue le frère de sa femme ou s'il s'habille en femme. De la même manière que si elle s'habille en homme, divorce. Donc, ce n'est pas acceptable, ça. Absolument pas acceptable. Alors, on se demande, qu'est-ce qu'elle faisait, la femme de Birka, habillée en homme, parce qu'elle était habillée en homme. La descendance aussi, on se rend compte que ce n'est pas patrilinéaire non plus. Si on a une belle descendance du côté de la mère, eh bien, on va en profiter. Donc, c'est soit du côté du père, soit du côté de la mère. Et ce qu'on appelle ça en anthropologie, c'est une société qui est bilinéaire, en fait, où la descendance est tracée dans les deux côtés. Donc, ce n'est pas une société qui est exclusivement patriarcale non plus. C'est patriarcal, mais vous allez voir qu'il y a quand même un peu de flexibilité dans tout ça. Une femme aussi, elles sont données en mariage, mais elles peuvent refuser le mari si elles ne l'aiment pas. En général, ils vont écouter. Pas toujours, mais des fois. On a le divorce, on a la descendance, donc on voit qu'il y a des choses qu'elles ont le droit de faire. Maintenant, il y a lorsque j'étais en train de penser à ça, je me suis dit, en fait, il y a 3 aspects de la société où les lois, disons, de la femme et le fait qu'elle soit inférieure aux hommes, etc., est pas mal plus flexible et en fait où elle a un peu plus de, disons, de marge de manœuvre dans un sens. Et les 3 activités, la première, c'est l'agriculture. Et ce sont toutes des activités, en fait, qui touchent au groupe ensemble, à la survie du groupe. Alors, c'est sûr que l'agriculture, on a besoin de tout le monde. Alors, des histoires que les femmes restaient dans la maison et restaient au sein de la ferme et ne sortaient jamais à l'extérieur, c'est complètement faux. Elles étaient impliquées dans les travaux agricoles avec les hommes. On voit ça à travers l'Europe du Nord, en fait, dans les sociétés paysannes. C'est normal, tout le monde travaille, on a besoin de tout le monde. Et lorsque les hommes partent à la pêche, les femmes, lorsqu'ils reviennent avec les poissons, c'est elles qui s'occupent de toute la préparation du poisson. Mais non seulement ça, chez les Vikings, il y avait des fermes qui étaient en dehors des habitations, dans les montagnes, qui étaient en fait des endroits où les femmes allaient pendant les étés, pendant à peu près 3 mois. Des véritables colonies de femmes, loin des habitations, où elles amenaient le bétail, les moutons, et elles vivaient là-bas ensemble, pour laisser les animaux pâturer. Donc, on voit en fait des espèces de colonies de femmes. Là, c'est devenu très à la mode d'étudier et de chercher justement ces fermes qu'on appelle des shieling.
Il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus en Norvège, en Scandinavie et aussi en Islande. Et l'autre chose qu'elles font, c'est que les hommes sont souvent partis. Ils sont en train de faire des raids, partent à l'étranger, ils vont piller, ils font du commerce, mais les femmes vont rester à la maison et il y a beaucoup de femmes qui vont être impliquées, en fait, dans le commerce aussi. Parce qu'il faut que les fermes continuent, il faut qu'elles continuent à vendre leurs affaires sur les marchés. Donc, il y a beaucoup de femmes qui s'embarquent là-dedans. Et ce qu'on va trouver dans les sépultures, on va trouver, parce qu'ils n'ont pas de monnaie courante, les Vikings. C'est un système de troc. Le système économique, c'est un système de troc. Mais ça ne veut pas dire que, bon, je change ça avec ça. Ça aussi, c'est réglé par la loi. C'est-à-dire que si vous retournez dans le livre de Graugas, ils vont vous dire exactement combien, en général, on préfère l'argent. Les morceaux d'argent, le poids de l'argent. Mais on va vous dire, par exemple, si vous n'avez pas d'argent, mais vous avez des poissons, alors combien de poissons vous allez me donner avec 2 livres de beurre? Ou bien j'ai 3 pots de matou, ça équivaut à 3 mètres de tissu. Donc, c'est carrément, tout est réglé et inscrit dans les codes de la loi. Et les femmes, on va trouver ces espèces de petites balances comme ça qu'on trouve dans les sépultures. Et celle-ci, elle vient en fait d'Islande. C'est une sépulture qui vient d'un endroit qui s'appelle Kornsá. Et vous voyez le petit disque au milieu, c'est une balance. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites actuellement sur justement les femmes marchandes en Russie, par exemple, le long des rivières de Russie et de l'Ukraine, qui étaient contrôlées par des marchands vikings. Il y avait beaucoup de femmes impliquées là-dedans. Il y avait beaucoup de femmes dans les centres aussi, les centres de traite en Scandinavie aussi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on commence à connaître de plus en plus là-dessus aussi, le rôle de la femme dans le commerce. Et puis, il y a la fameuse guerrière de Birka qui revient encore. Ça, c'est l'autre domaine. Probablement, la guerre, c'est aussi à quelque part une activité qui implique la survie de la communauté, le commerce aussi, l'agriculture, mais la guerre aussi. Si on est attaqué, des fois, on a besoin de tout le monde. Mais ça ne veut pas dire qu'il y avait des tonnes de guerrières. Je pense qu'on connaît à peu près 2, même peut-être 3 sépultures comme celle-ci. Et celle-ci, la fameuse Birka BJ 581, qui a fait tellement de bruit, mais elle était, comme vous voyez, équipée et habillée en tant qu'homme. Alors là, on ne sait pas trop quoi faire avec ça. C'est un problème. Parce que d'un côté, on sait que dans la mythologie, il y a des femmes guerrières. Donc, c'est un thème qui revient dans la mythologie. Donc, pourquoi pas dans la vraie vie? Et moi, je dirais que oui, il y a dû avoir des femmes qui combattaient. Après tout, aujourd'hui, il y a même des femmes qui aiment beaucoup les sports de combat. Pourquoi pas à ce moment-là aussi? Il y a même une saga, l'histoire d'une femme qui s'appelle Hervor, qui, elle a perdu son père et elle veut venger, disons, l'honneur de son père. Et elle décide qu'elle n'aime pas le tissage et tout ça, et elle préfère faire la guerre, elle aime se battre. Donc, elle change son nom, et elle devient guerrière, et elle mène des armées. À la fin, elle finit par mener des grosses armées. Peut-être c'est elle, Hervor. Ou bien c'est une fantaisie des sagas encore, on ne le sait pas. Il est possible aussi que ces femmes-là, comme il y a beaucoup de représentations de guerrières dans un contexte mythologique, c'est possible, en fait, que son rôle n'était pas vraiment de se battre, mais était peut-être comme une prêtresse ou peut-être une prêtresse de Valkyrie ou quelque chose de plus spirituel, ou peut-être que le rôle était même de combattante et aussi un rôle un peu spirituel. On ne le sait vraiment pas, en fait. Mais on sait que une des déesses, la déesse Freya, est une déesse de la guerre. Ils ont 4 dieux de la guerre. Ils ont Odin, qui est le dieu suprême. Ils ont Thor, qui est un dieu de la guerre, son fils. Il y a un autre dieu qui s'appelle Tyr, qui est aussi un dieu de la guerre. Et Freya aussi, c'est une déesse de la guerre. Donc, c'est possible que c'était une femme qui avait un rôle de prêtresse pour Freya, pour les Valkyries, pour Odin, mais elle se battait aussi. Et on sait aussi que les femmes accompagnaient les armées. Soit parce que, surtout à la fin de l'époque viking, où c'est carrément des énormes armées, et elles suivaient parce qu'ils établissaient souvent presque des villages. Les armées fondaient des espèces de villages, donc elles pratiquaient l'agriculture et vivaient avec les hommes. Mais on sait aussi qu'il y avait des femmes qui étaient impliquées dans la magie de bataille, qui accompagnaient les armées.
en transe pour essayer de rendre confus, si on veut, l'ennemi. Donc, en fait, on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais c'est clair qu'il n'y en a pas, comme dans les séries télévisées, les Vikings ou ça, où il y a carrément des gros groupes de guerrières. Ça, il n'y a pas d'évidence pour ça. Pour vous parler un petit peu de la guerre, on a par exemple les fameuses Valkyries, les Valkyries de Wagner, mais il y a aussi des petites statuettes comme celle-ci qu'ils ont trouvées il y a quelques années au Danemark. Celle-ci, elle date de 800. Et c'est une femme qui porte une épée et un bouclier. Donc, c'est probablement une Valkyrie. Et la petite en bas ici, qui est une représentation sur une pierre de l'île du Gotland, qui est une Valkyrie à Valhalla, qui est en train de porter à boire un des guerriers. Donc, on voit que les femmes sont impliquées dans la guerre d'une certaine façon. Alors, comme je dis, dans ces trois activités-là, les femmes ont un peu plus de largesse, si on veut. Mais il y a une autre affaire qu'elles font, comme je dis, beaucoup dans ce qui arrive dans des sociétés qui sont très patriarcales, les femmes vont souvent trouver des mécanismes un petit peu par en dessous pour obtenir le pouvoir. Et je pense en fait que la magie de femme est un de ces mécanismes de contrôle et de négociation du pouvoir dans un système un petit peu patriarcal. Et je vais vous parler de cette magie maintenant. Donc, il y a chez les Vikings une magie qu'on appelle le Seðir. Et le Seðir, ça a nettement un lien avec le chamanisme aussi. En fait, on pense, beaucoup d'archéologues pensent en fait que les Vikings sont surtout chamanistiques en tant que religion. Et le Seðir, c'est une magie qui est pratiquée par les femmes, un peu une divination extatique. En général, ce qu'elles vont faire, elles vont se mettre en transe et elles vont partir dans l'esprit, je veux dire dans le monde des esprits, négociation avec les esprits pour essayer de changer le destin, contrôler ou modifier le destin. Et c'est pratiqué exclusivement par les femmes et ça appartient à la déesse Freyja. La déesse Freyja, c'est vraiment celle qui est la patronne du Seðir. Il est absolument tabou que les hommes pratiquent le Seðir ou s'engagent là-dedans parce que ça va leur donner trop de ergi. Vous vous souvenez du terme que je viens de vous expliquer? Donc ça va leur donner trop de ergi, bien qu'il y ait probablement des hommes qui le pratiquaient. Il y a eu quelques sépultures qu'on a trouvées où des hommes étaient habillés en femmes et on a pensé peut-être que c'était des hommes qui étaient impliqués là-dedans. Mais j'imagine, les gens avaient très peur de cette sorte de magie et j'imagine que des hommes habillés en femmes qui pratiquaient du Seðir étaient encore plus épeurants parce qu'ils étaient possiblement liés en fait au dieu Odin. Maintenant, Odin, il fait du Seðir parce qu'il a appris de la déesse Freyja. Et Odin, il est ni mâle ni femelle, mais peu importe, c'est un dieu. Il peut faire ce qu'il veut. C'est le dieu suprême. C'est le dieu de la magie, c'est le dieu de la guerre, c'est le dieu du Seðir, il connaît les runes, il pratique de la poésie, c'est le dieu de l'alcool. Et il y a aussi, en fait, en général, le Seðir, c'est pratiqué par les femmes d'un certain âge, qui ont passé l'âge de la reproduction, et il y a un lien entre le Seðir et le travail des textiles. Le tissage, le filage de la laine et les textiles sont aussi le domaine de Freyja. Donc, la manière que je vois ça aussi, c'est que le Seðir, dans un sens, c'est la religion de femmes officielle, mais en dessous de ça, il y a une petite magie qui se pratique, qui est connectée avec ça, qui est plus au niveau domestique. Maintenant, les femmes qui pratiquent ça, ce sont des femmes, c'est un rôle officiel. Elles ont plusieurs noms. On va les appeler des völva au singulier ou volur au pluriel, des seithkona, spaukona ou visindakona, comme une femme sage, wise woman, visindakona. Et dans certaines sagas, on les compare aussi à des trolls, donc c'est pas toujours. Mais bon. Et les gens les respectent, ou bien ils en ont très peur aussi, parce que ces femmes-là peuvent contrôler le destin. Maintenant, comme je disais, donc, il y a une connexion entre la magie. Alors, la première chose qu'on va voir, c'est que justement, ces femmes qui pratiquent le Seðir, l'outil principal, ça va être une quenouille en fer. Alors là, je vous suggère d'aller voir l'exposition parce qu'ils ont un objet exceptionnel. En rentrant, presque au début de l'exposition, il y a justement une de ces quenouilles en fer à peu près grosse comme ça, qui est l'outil
de la volva. Et moi, quand j'ai vu ça, il y a beaucoup d'archéologues qui ont pensé que c'était des bouts de fer ou c'était un machin peut-être pour griller de la viande. Et je regardais ça, j'ai dit, c'est pour du travail de textile, voyons. C'est une quenouille en fer. Mais normalement, les quenouilles sont en bois. Et on s'en sert, on met ça sur la hanche, on met la laine dedans et on file comme ça. Comme on voit dans l'image juste ici. Alors, le fait que la quenouille soit en fer et non pas en bois, eh bien, c'est normal, c'est la religion. Donc, les choses sont souvent renversées. Le monde est différent dans le monde de la magie, le monde des dieux. Alors, c'est sûr que ce n'est pas quelque chose d'utilitaire, mais c'est quelque chose d'un peu symbolique. L'autre lien avec, je dirais, avec le tissage et le travail du textile, c'est que le terme « sédir » lui-même veut dire une corde ou une lanière ou un fil, comme la laine qu'on file. Il y a des archéologues qui pensent aussi que finalement, c'est un peu parallèle. On file de la laine, on tire comme ça, mais lorsqu'on part, disons, en transe, on lance son esprit comme un fil et on s'en va dans le monde des morts ou dans le monde des esprits. On a souvent des aides qui nous accompagnent et les volvas vont souvent avoir des femmes qui vont chanter pour les mettre en transe, justement. Il y a une belle description de cette cérémonie dans la saga de Éric le Rouge. L'autre chose que je voulais vous parler un petit peu de Freya aussi, parce que là, vous commencez à voir que c'est compliqué le monde mental des Vikings. Là. On parle de plusieurs choses ici. On parle de guerre, on parle de textile, on parle de magie des femmes. Et la déesse Freya, en fait, moi, je la vois un petit peu comme le côté féminin de Odin, qui est le dieu suprême. On ne parle pas souvent de ça, mais Odin, c'est un dieu de la guerre et tout le monde connaît Valhalla parce que les guerriers se rendent à Valhalla, ils prennent une partie, mais saviez-vous que Freya prend l'autre moitié? Et ils s'en vont dans un endroit qui s'appelle Folkvanger. Il nous manque beaucoup d'informations, donc on ne sait pas exactement ce qui se passait dans Folkvanger, on ne sait pas s'ils participaient à la fin du monde ou si à la bataille à la fin du monde de Ragnarok, mais elle est liée à la guerre, c'est clair ça. Elle est liée à la magie, le sédir, la magie de femme, qu'elle montre à Odin comment faire. C'est une déesse de la fertilité, de la sexualité, de la naissance. Elle est la déesse du travail des textiles. La journée du vendredi, en anglais c'est Friday, c'est Freya's Day, parce que c'est la journée où on travaille les textiles, parce qu'elle avait un autre nom qui était Horn, qui veut dire le lin. Et le vendredi, les femmes travaillaient le lin à la déesse Freya. Donc, c'est pour ça que toute cette espèce d'affaire est toute mélangée ensemble, une espèce de contexte de magie, de naissance, de vie, de mort et de contrôle du destin. Et chez les Vikings, comme je dis tantôt, le destin, c'est quelque chose qui est super important. Il y a toutes sortes de liens avec la mythologie et le contrôle du destin. On a les 3 Nornir qui sont sous l'arbre de la vie, l'arbre Yggdrasil qui est au milieu de tous les 9 mondes. Et il y a 3 femmes qui sont là, Urdu, Verdandi et Skuld, qui sont en train de filer les vies des hommes, donc leur destinée. Donc lorsque vous naissez, votre destinée est déjà déterminée par les Nornir. Si vous avez une mauvaise vie, c'est parce qu'il y avait des mauvaises Nornir. Ou une belle vie, il y avait des bonnes Nornir. Donc c'est mélangé, on a beaucoup de différentes approches qui voient. Donc on voit qu'il y a déjà la connexion avec le destin, le contrôle du destin, le fil, la magie, tout ça, ça commence à prendre forme. Et il faut absolument vous parler aussi du poème du Daradharljóð, qui est vraiment un poème extraordinaire dans la saga de Njál le Brûlé. Alors, ça va nous emmener tous ensemble. La guerre, le destin, la vie, la mort, les textiles, la magie, le chant, le chamanisme, tout ça, c'est tout ensemble là-dedans. Et ce qui arrive dans le Daradharljóð, il y a un fermier, c'est juste avant, la journée d'avant la bataille de Clontarf en Irlande. La bataille de Clontarf, c'est une bataille désastreuse pour les Vikings. Je pense que même Sigtryg d'Irlande est mort pendant cette bataille. En tout cas, il y a plein de rois vikings qui meurent. C'est un peu la fin, si on veut, de cette période-là. Alors, il y a un fermier qui a une vision. Alors, il s'appelle Doruð. Et d'ailleurs, le Daradharljóð, ça veut dire le chant de Doruð. Ljóð, c'est son chant. Et il regarde par la fenêtre et tout d'un coup, il voit dans le ciel 12 valkyries à cheval qui descendent vers lui.
et arrivent à sa ferme. Et elles vont dans une petite pièce qui est toujours à l'écart de la maison principale, qu'on appelle une digna. Alors, la digna, c'est la salle où les femmes pratiquaient le tissage. Les hommes n'ont pas le droit de rentrer là-dedans. C'est un endroit tabou. Si les hommes rentrent là-dedans, ils peuvent mourir. C'est aussi simple que ça. C'est grave. Probablement, il y a trop de ergi là-dedans. Alors, ils regardent par la fenêtre. Même ça, normalement, ils n'ont pas le droit de faire. Mais ils regardent par la fenêtre, et puis là, les Valkyries sont en train de tisser sur un métier à tisser. Et si vous voulez voir le métier à tisser, il y en a un dans l'exposition. Et ils sont en train de tisser, et la trame et la chaîne sont faites des entrailles des humains. Et les têtes suspendues, ce sont les poids qui maintiennent. Et c'est les têtes des hommes qui vont mourir. Et elles sont en train de tisser avec des armes, des lances, des épées, des flèches. Et elles chantent, elles sont en transe en train de faire ce chant-là, et elles sont en train de, dans un sens, en train de condamner ces hommes à mort, parce qu'elles sont en train de changer le destin, et c'est à la veille de la bataille. Et les Valkyries, ce sont elles qui prennent les hommes morts sur les champs de bataille, qui choisissent les morts, finalement. Et ce qu'elles font éventuellement, elles démontent le tissu, le coupent en 12 morceaux, chacune en prend un morceau, et il y a 6 Valkyries qui repartent à cheval. 6 dans le nord, 6 dans le sud. Évidemment, le lendemain, c'est épouvantable. Tout le monde meurt. Je vais vous lire un extrait, si vous avez envie de lire toute l'affaire, là, c'est là. Alors, ils disent « Dorud vint à la maison et regarda par une fente qui était là. Et les femmes chantaient « Voyez, notre trame est tendue pour les guerriers qui vont tomber. Nos fils sont comme une nuée d'où il pleut du sang. Nos trames grisâtres sont tendues comme des javelots qu'on lance. Nous, les amis d'Odin, le tueur d'hommes, nous y ferons passer un fil rouge. Notre trame est faite de boyaux humains et nos poids sont des têtes d'hommes. Les lances arrosées de sang forment notre métier. Nos navettes sont des flèches et nous tissons avec des épées la toile de combat. » Et ça continue, et ça continue. Et éventuellement, à la fin, elles renversèrent le métier, le brisèrent, et chacune d'elles gardant un morceau qu'elle tenait à la main. Dorud quittait la fente et retourna chez lui. Les femmes montèrent à cheval et s'en allèrent, 6 au sud et 6 au nord. Donc là, on voit vraiment tout ce symbolisme comme presque dans ce seul poème, comme ça. Tout ce concept qu'on voit dans la société viking. Et ce qui arrive avec le tissage, donc j'en reviens au tissage encore une fois, c'est que bien que pas toutes les femmes étaient des voyantes ou en tout cas des femmes qui pratiquaient la magie comme ça, officiellement, et souvent elles se promenaient en fait de ferme en ferme, mais il y a aussi une connexion avec la magie féminine et le quotidien et les petits objets du quotidien qui touchent au tissage aussi. Donc, on va trouver, par exemple, les petits fuseaux qui vont avoir des inscriptions runiques dessus. Alors, des fois, c'est des inscriptions du genre « J'appartiens à Hildur », donc des marques de possession, ou bien des fois, on va trouver, par exemple, des runes répétées 50 fois, genre, qui sont des formules magiques. Ou bien les petites tablettes qu'on utilise pour faire des petites bandes décoratives, on les tourne comme ça et ça nous donne des bandes décoratives comme ça. Ils ont trouvé une à Lund, faite en os, avec un mauvais sort inscrit dessus. Donc on voit cette magie, elle descend dans la société et les femmes ordinaires la pratiquaient aussi. On va voir aussi un outil qu'on utilise dans le tissage, on appelle ça une épée en fait, et on s'en sert pour battre la trame. Il y a souvent des inscriptions runiques dessus, souvent des mauvais sorts ou bien des trucs de protection, genre. Donc on voit en fait que la magie se répand aussi dans le quotidien. Les femmes ordinaires vont faire ça. Et qu'est-ce qu'elles font avec ça? Ben, finalement, elles font peur aux gens, elles font peur aux hommes. Et elles sont capables de contrôler des situations comme ça. Là, je suis en train de faire, par exemple, une liste de tous les contextes où on utilise la magie dans les sagas. Donc, soit les femmes qui font de la magie officiellement, ou bien les femmes au quotidien. Et on se rend compte que les textiles sont dans tout ça, partout. Dans la Laxdæla saga, il y a une femme qui tue un homme simplement en filant de la laine. Et dans la Erbugja saga, il y a une sorcière qui s'appelle Katla. Et Katla, elle est mauvaise, elle est méchante. On a nommé un volcan après elle maintenant en Islande. D'ailleurs, vous avez peut-être vu le programme télévisé Katla qui parle des espèces de créatures qui sortent du volcan.
Alors, Katla, c'est vraiment une sorcière dans les sagas, et elle a un fils qui s'appelle Other, et lui, il tue quelqu'un, ils sont pas bien. Et alors, la famille, la personne qui est tuée par Other, ils viennent pour essayer de venger la mort, ils viennent le chercher pour le tuer. Donc, ils arrivent chez Katla. « Où est ton fils Other ?» Elle dit, « Elle est là en train de filer de la neige avec une quenouille. Mais mon fils n'est pas là, je ne sais pas où il est, il n'est pas ici. » Alors, ils sortent de la maison et puis ils se disent, ce serait bien son style, en fait, d'avoir transformé son fils en quenouille. Hein? Donc, ils rentrent de nouveau dans la saga, ils cassent la quenouille, et là, elle est assise par terre en train de peigner une chèvre, en train de lui peigner la laine, parce qu'il filait aussi avec la laine de chèvre aussi. Non, mais pourquoi vous avez cassé ma quenouille? Non, bon, mon fils n'est pas ici. Donc, ils rentrent chez eux, puis là, ils s'en vont dans leur ferme, et dans leur famille, il y a aussi une femme qui connaît la magie, comme ça, elle dit, vous avez besoin d'une autre femme qui connaît la magie pour découvrir et pour passer à travers la magie de Katla. Donc, c'est ce qu'ils font. Ils retournent dans la maison, ils le trouvent, ils les prennent tous les deux et puis ils les mettent à mort, éventuellement. Alors, c'est un thème qui revient sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt dans la société viking. Vous vous souvenez, on a parlé aussi de la question de l'honneur, de ne pas toucher au corps des femmes. Et moi, je pense, en fait, que cette histoire de ne pas toucher au corps de la femme, ça a beaucoup à voir aussi avec le fait que, justement, la femme, c'est vraiment, dans un sens, le vaisseau de la naissance. C'est le symbole de la naissance, de la vie, de donner la vie. Et c'est pour ça, en fait, que ça fait partie de leur domaine aussi. La vie, la mort, le destin, tout ça, ça va comme ensemble. Donc, pour conclure tout ça, la société viking est vraiment une société patriarcale. Elle était considérée la femme inférieure aux hommes. Elle a plus de droits que la femme européenne. Le simple fait qu'elle a le droit de divorcer, c'est déjà quelque chose. On voit que dans certains contextes de vie collective, les rôles sont c'est pas aussi sévère, donc elles vont être plus impliquées dans, par exemple, on voit l'agriculture, le commerce, possiblement la guerre. Je pense qu'il faut en fait comprendre la guerre dans ce contexte-là, aussi dans un contexte que ça dépend de la survie de tout le monde. Là. Des fois, on a besoin de toutes les mains pour aider à se protéger. C'est possible aussi que ce rôle-là était purement spirituel, n'était pas du tout guerrière. On ne le sait pas en fait. Plein de choses qu'on ne connaît pas. Et un de ses plus grands pouvoirs, finalement, c'est vraiment un petit peu par en dessous et pas seulement, je veux dire, dans la manipulation des valeurs sociales, par exemple, ce qu'on a discuté par rapport à l'honneur de l'homme, à pousser, à inciter les hommes à se venger, mais aussi, je dirais, la magie de femme, le sédir et tout ce qui en dérive du sédir, c'est aussi une façon, en fait, dans un sens de contrôler ou d'obtenir un certain pouvoir par rapport aux hommes. Ça lui donne, en fait, elle crée en fait une atmosphère de crainte, un peu la peur du surnaturel. Et le sédir lui permet en fait de donner l'impression qu'elle peut contrôler le destin, la vie et la mort. Et cette magie aussi, par son association à la déesse Freya, est aussi liée à la production du textile. Et au sein de la famille et la société, les textiles et les outils ajoutent aussi à cette dimension et à cette pratique magique, de façon comme une petite magie domestique. Et ils deviennent eux aussi, en fait, objets tabous que les femmes contrôlent. Alors, je vous remercie beaucoup. Alors, merci beaucoup, Michel. C'est toujours tellement passionnant de vous entendre. Merci pour votre générosité d'avoir offert cette conférence. À vous aussi. Hein? Merci tout le monde d'être venu ce soir aussi. Et allez voir l'exposition, ça vaut vraiment la peine. Il y a des beaux objets. Donc, restez au courant de notre programmation et l'exposition est présentée jusqu'au 10 octobre, donc manquez-la pas. Merci beaucoup à tout le monde d'être venu.